Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, nouveau pour parler de paix à Addis Abeba sur le dossier sud-soudanais. Négociations autour de l'accord de paix de 2015 dont l'application est au point mort. Le Soudan du Sud s'enlise dans la guerre civile depuis plus de 4 ans. C'est l'IGAD qui supervise les négociations et l'Organisation sous-régionale d'Afrique de l'Est a présenté un projet d'accord. Alors peut-il permettre de relancer le processus de paix? C'est la question que nous poserons à nos invités dans quelques instants. Nouvelle mesure de soutien à l'économie ghanéenne, baisse des taux directeurs de la Banque centrale, une réduction de 100 points de base, décision de l'institution monétaire. Et pas assez de logements pour tous, plainte de nombreux Africains alors que 800 000 nouveaux logements sont attendus chaque année. La situation est alarmante, notamment dans la ville du Caire, la capitale égyptienne où la croissance démographique est la plus rapide au monde, est en peine de logement. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Monsieur Léon Koundou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université Paris 13 Villetaneuse. À vos côtés, Monsieur Dominique Yendoka, premier secrétaire général du mouvement ITA, Initiative pour une transformation par l'action. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. La guerre civile au Soudan du Sud qui oppose depuis 2013 le camp du président Salva Kiir à celui de son ex-vice-président Riek Machar. L'IGAD a donc entamé un nouveau cycle de négociations dans la capitale éthiopienne. Les représentants du gouvernement, mais aussi ceux des différentes factions d'opposition et de la société civile sont présents. C'est la 3e fois en 6 mois que les différentes parties se retrouvent à Addis Abeba. L'IGAD dit avoir présenté un projet d'accord articulé cette fois autour de 2 axes. Le premier texte sur le partage du pouvoir et l'autre sur les questions sécuritaires. On écoute Ismaël Weiss, s'il est l'envoyé spécial de l'IGAD au Soudan du Sud. Les parties prenantes sud-soudanaises ont demandé à être seules et à poursuivre les consultations entre elles. Nous sommes d'accord, nous avons une consultation intra-soudanaise en cours et jusqu'à présent, pour autant que je sache, ça se passe très bien et ce sera très beau et recommandable. Et cela rendra le peuple du Soudan du Sud très heureux et très fier si les Sud-Soudanais pouvaient arriver à une solution sans aucune intervention extérieure et conduire leur pays vers la paix et la stabilité. Alors 2 textes d'accord présentés donc par l'IGAD, texte articulé autour de l'accord de paix donc de 2015, accord dont la mise en œuvre n'a jamais été effective. On sait que cet accord de paix a été à l'époque rédigé sous la pression de la communauté internationale. C'est la même communauté internationale qui l'a rédigé. Est-ce que la problématique ne réside pas justement dans cet accord? Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir, Monsieur Barandiaï? Merci de poser cette question, Zara. En fait, effectivement, l'accord en tant que tel n'a pas été respecté, on va dire. Mais ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que c'est de 2013 à aujourd'hui, c'est le 10e cessez-le-feu et on essaie de trouver des accords. Ces accords, on essaie de les trouver, bien sûr, en impliquant les différentes parties, la société civile, donc le camp de Salva Kiir, le camp de Riek Machar aujourd'hui, qui est en exil en Afrique du Sud, et qu'on sait que ses lieutenants quand même sont autour de la table pour négocier cet accord quelque part. Mais effectivement, ça ne suffit pas aujourd'hui. Pour moi, il faut impliquer d'une part la société civile, d'autre part les pays africains, et à côté on implique l'UA quand même, dont le siège est à Addis Abeba, pour que toutes ces forces, et en plus la communauté internationale qui vient après, on se met autour d'une table, on rédige des accords. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire un effet de contrainte. Il n'y aura plus de recours. Et ces différentes parties qui auront pris part, bien sûr, à la rédaction de ces accords vont pouvoir prendre des mesures pour mettre la pression aux belligérants et leur imposer en fait des échéances pour que ces accords puissent aboutir quelque part aujourd'hui. Monsieur Léon Koundou, est-ce que cet accord de 2015 a des chances d'être sauvé en l'état actuel? Là, on présente 2 nouveaux textes, mais finalement, ça tourne toujours autour de cet accord de 2015. En fait, je pense que 2015, c'était 2015. Là, on est en 2018. C'est-à-dire la configuration, même sur le théâtre des opérations, elle est différente. Parce que l'accord de 2015, sur la table, il y avait 2 personnes. D'un côté, le camp gouvernemental et de l'autre côté, la rébellion. Or, il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés en scène et qui
bien évidemment, veulent leur part du gâteau, puisqu'il est question ici, c'est-à-dire de se partager, je dirais, les parcelles de pouvoir. Moi, je dirais tout simplement que l'initiative est bonne, mais elle était mornée. C'est-à-dire dans la mesure où le hard power ici ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire pour une question fort simple. On est dans l'optique de cesser le feu. Cela suppose que derrière, il y a une entité qui soit à même d'exercer une certaine contrainte. Tel n'est pas le cas. Je ne voudrais pas, je dirais, sous-estimer la capacité de la Somalie, du Kenya ou de l'Ouganda à négocier et à mener, c'est-à-dire des parties belligérantes, je dirais, sur la table de négociation. Mais je dis, il fallait s'y attendre. C'est-à-dire, la chose est devenue très complexe et M. Salva Kiir a compris que la politique, c'est la gestion des vérités variables. Et il joue avec cet effet et je pense qu'on est très loin de la sortie de cette crise. Dominique. Mais que j'abonde dans le sens de M. Koundou. De M. Koundou, pardonnez-moi. Vous savez, ici, ce qui s'est passé au Soudan du Sud, ça c'est l'exemple type même de ce qui se passe en Afrique. Puis généralement, les accords, il y a un nombre pléthore des accords qui ont été signés, mais la mise en application et le respect de ces accords pose problème. Pour des raisons simples, c'est toujours des guerres de positionnement et d'intérêt plutôt personnel qu'intérêt général. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si on se réfère à ce qui s'était passé en 2015, l'accord de 2015, qui était non seulement a été torpillé maintes fois et que le cessez-le-feu n'a jamais été observé par les deux camps, pour moi, c'est toujours difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut toujours tenter et de donner la chance, cette nouvelle chance, mais la solution est plutôt une solution interne, en impliquant toutes les couches de la société sud-soudanaise, savoir l'initiative qu'avait pris, je crois, il y a un groupement des femmes qui ont pris des initiatives, voulant aussi participer à cette négociation, qui est de tête à tête entre les deux protagonistes, afin de déterminer les clauses de cet accord et de les faire appliquer. Mais les initiatives, souvent de l'Union africaine, c'est des initiatives qui sont moi, je ne vous laisserai pas dire ça, parce que quand vous dites que le problème, la solution doit être intra-soudanaise, ça ne marche pas. Ça fait depuis l'indépendance, ça fait depuis l'autonomie. Il y avait un référendum en 2011, le Soudan du Sud a acquis, on va dire, son indépendance. Donc Salva Kiir, qui a pris les rênes du pouvoir, était quand même, depuis 2005, figurez-vous, à l'époque où le Soudan était quelque part partie intégrante en fait, du régime de Khartoum. En 2005, il était le représentant de la mouvance rébellion pour acquérir l'indépendance du Sud-Soudan. Donc il connaît bien les différentes fractions politiques, les différentes ethnies du pays. Ils ont joué ce jeu-là jusqu'en 2015. Cet accord devait produire quoi? Un cessez-le-feu immédiat. Après ce cessez-le-feu, qu'est-ce qui allait se passer? Il fallait bien sûr suivre deux trajectoires, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le partage du pouvoir entre lui et bien sûr la partie de Riek Machar. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait pacifier le pays. Pacifier le pays, c'est quoi? Faire un gouvernement d'union nationale. Une fois que c'est fait, on sécurise le pays. Une fois que le pays est sécurisé, on pourra bien sûr se projeter quelque part sur ce qui était le fer de lance de l'économie soudanaise, qui était le pétrole. Parce qu'on se rappelle bien que le Soudan regorge, les sous-sols regorgent de pétrole et qui sont convoitisés par la communauté internationale, qui doit être un acteur majeur. L'Union africaine, je n'accepterai pas tout à l'heure comme vous l'avez écarté, parce que l'Union africaine, c'est l'organe qui gère à faire ce genre de travail. L'IGAD également. Donc l'IGAD, l'Union africaine, la communauté internationale, plus en fait tout ce qui est partie civile du pays et le gouvernement de Salva Kiir et bien sûr la partie rebelle de Riek Machar. Je suis, si vous me permettez, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous êtes en train de dire, mais on n'en est pas une autre première fois. Toutes ces tentatives de négociation sous l'égide de la communauté internationale ont été non seulement appliquées, mais enfin, quand je dis appliquées, ont été initiées, mais au final, les deux parties, comme il y a eu quelqu'un entre eux, parce qu'il faut vous souvenons-nous que Riek Machar et le président Salva Kiir aujourd'hui,
Ils étaient tous ensemble au départ. C'était son vice-président. C'était son vice-président. Non seulement ils étaient vice-présidents, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ils ont manœuvré ensemble dans la rébellion et dans la résistance, puis obtenir l'indépendance ensemble. Donc c'est une question de partage de pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la paix peine à être restaurée dans cette partie de l'Afrique? Donc c'est une question. C'est très simple. Pour moi, en fait, il n'y a pas assez de pression. Il y avait effectivement des instances internationales. Il y a l'IGAD, qui est l'organisme de la sous-région qui gère ces problématiques-là, à côté de l'UA. Quelque part, il y a la communauté internationale. Il y a les pays voisins, comme vous l'avez bien évoqué tout à l'heure. Une fois que tout ce bloc-là s'unit, bien sûr, c'est l'union qui fait la force. On met en place, en fait, des règles et une feuille de route à suivre. Si une des deux parties ne veut pas, bien sûr, l'accepter ou la mettre en œuvre, on met les pressions nécessaires. Mais alors, en tout cas, les sanctions ont toujours été évoquées depuis 2015 déjà, l'ONU, l'Union africaine, mais ça n'a jamais marché, cette diplomatie-là. La réalité, c'est que nous parlons de communauté internationale, la communauté dite internationale, parce que je ne sais pas ce qu'elle représente exactement. C'est-à-dire, c'est un concept vide. Qu'est-ce que la communauté internationale? C'est tous les organismes. J'essaie souvent de la circonscrire, c'est-à-dire en disant ce sont des puissances militaires et ceux qui détiennent, je dirais, la puissance économique. Autrement dit, c'est-à-dire des entités étatiques capables d'exercer une pression, c'est-à-dire sur les protagonistes. Or, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire dans cette crise, l'Union africaine est hors jeu depuis pratiquement la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan. Parce que ça se passe, les négociations se passent au siège de l'UA actuellement à Addis Abeba. Vous le savez très bien, cette indépendance est venue fragiliser, c'est-à-dire l'Union africaine, en violant l'un de ses principes, je dirais le principe fondamental, qui est l'intangibilité, c'est-à-dire des frontières héritées de la colonisation. À partir de là, l'Union africaine était hors jeu et on le voit aujourd'hui. Concrètement, donnez-moi l'organisation, c'est-à-dire des l'IGAD, et je vous mets au défi, citez-moi un seul conflit dans cette partie de l'Afrique que l'IGAD a eu à résoudre. Et quand vous regardez même les acteurs, c'est-à-dire qui sont en charge de mener cette négociation, moi je voudrais bien qu'on me dise que la Somalie c'est un État, mais essayez de me la circonscrire. Ça c'est simple. Là vous êtes en train de discréditer l'IGAD. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes en train de dire quelque part... Le problème, cher monsieur, c'est que nous parlons de la défense et de la sécurité. C'est-à-dire, citez-moi un conflit que l'IGAD a su régler. Et les choses assez concrètes, c'est-à-dire... Alors on va peut-être laisser, s'il vous plaît, répondre. Je vais vous dire. L'IGAD aujourd'hui, il y a l'IGAD qui est en fait en train de manœuvrer. Il y a l'IGAD, il y a l'UA quelque part. Exactement. Et il y a les parties prenantes, d'accord? Il y a le camp de Salva Kiir, il y a le camp de Riek Machar. Mais il n'y a pas que ces quatre parties aujourd'hui. Il y a la société civile qui est impliquée. Et figurez-vous que le Soudan aujourd'hui, c'est 2 500 000 réfugiés. Et donc les réfugiés, pour une première fois, on rejoint la table de négociation. C'est-à-dire qu'il y a du lourd maintenant et qu'on parle, c'est une union nationale. Il faut sortir de ce débat avec des résultats concrets qu'on va, j'espère, parce qu'il faut toujours garder l'espoir, on est en Afrique, on est optimiste de nature, il faut garder l'espoir qu'autour de cette table en fait, et de ce forum sortent bien sûr en fait, des résultats qu'on peut exploiter demain. Mais moi je suis optimiste. Si vous me permettez, oui. J'insiste sur un aspect qui est aujourd'hui capital. Et tout le monde sait qu'à partir du moment quand la communauté dite internationale s'implique dans de tels conflits, tout en sachant que le Soudan du Sud est regorgé de richesses naturelles, de pétrole, donc toute mesure ou tout ce qui va être orienté, et ça c'est la dangerosité. Moi je préconise, et ce qui est d'ailleurs logique, c'est de copier l'exemple sud-africain. À un moment donné, quand tout va mal, il y a ce qu'on appelle une table ronde, dialogue et réconciliation sud-soudanais pour qu'ils puissent déterminer ce qui est nécessaire pour le développement de leur pays. Mais quand on veut toujours faire appel aux protagonistes, enfin à la communauté internationale de venir, moi je suis toujours sceptique parce que ça n'a jamais marché. Et il y a des cas présents aujourd'hui. Comme je vous parle en tant que centrafricain, je sais, il y a eu un nombre pléthorique de dialogues en République centrafricaine, pilotés par la communauté internationale, mais la mise en application n'a jamais... Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas une plus grande participation des autorités sud-soudanaises? On sait par exemple que voilà, Riek Machar, l'ex-vice-président, ne prend pas part parce qu'il est en exil, bien sûr, depuis 2016. Il est en Afrique du Sud. Et là, le président de la République n'y participe pas non plus. Mais alors là, il n'y a que des représentants
représentants des deux camps et on a aussi bien sûr la société civile. Comment relancer le processus de paix quand les principaux belligérants ne sont même pas autour de la table de négociation? Est-ce que ça, c'est pas un premier problème dans un premier temps, monsieur? Si vous me le permettez, j'ai tantôt dit qu'on discutait sur un accord qui ne tient plus. En 2015, quel était, c'est-à-dire le principe qu'avait décidé, parce que, comme je l'ai tantôt souligné, en disant que M. Salva Kiir, donc il a compris que la politique, on gère les vérités variables. Il convient de dire que sur le plan conventionnel et donc militaire, en 2015, sur le terrain, je dirais, la situation lui est totalement défavorable. Il va négocier et on demande aux rebelles de choisir ce qu'ils veulent. Ils prennent 3 États. Ils disent nous voulons 3 États sur 10. Et de surcroît, les États riches en pétrole. Et on leur accède cela. Nous sommes en 2015, le 26 août 2015. Exactement. 10 États. Entre-temps, ils se rétractent. En fait, ils ne se rétractent pas. Bref, ils sont confiants sur le processus en cours. Mais le rapport de force revenant, c'est-à-dire redevenant favorable au président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Il crée 18 autres États. De 10, on passe à 28. Autrement dit, c'est-à-dire le pays va s'ériger en une sorte de féodalité où on crée, c'est-à-dire des petites poches de contrôle pour pouvoir implémenter sa politique à l'échelle nationale. Voilà ce qui fait problème aujourd'hui. Est-ce que les rebelles en sont encore à demander 3 États sur les 28? Je ne pense pas. Et je disais que ce qui complexifie la situation par ailleurs, c'est qu'entre-temps, en 2015, il y avait 2 personnes sur la table de négociation. Maintenant, vous avez 4, 5. Parce que vous avez des petits seigneurs de guerre qui sont nés entre-temps et qui aussi en demandent. Certains, c'est-à-dire des places au Parlement, d'autres au gouvernement. Pour être tout à fait concret, c'est-à-dire quand je parle d'absence de contraintes, prenons l'exemple d'un autre conflit, celui qui a opposé le Nigeria au Cameroun. Lorsque le Nigeria se rétracte par rapport à l'accord de Bakassi, c'est-à-dire la décision de la CIJ, que fait, c'est-à-dire ils iront signer les accords de Green Tree. Les accords de Green Tree ont été mis en œuvre que parce que derrière, il y avait cette contrainte internationale qui pesait sur le Nigeria. Donc vous me rejoignez quand je parle de pression diplomatique, pression militaire. Or, moi j'aimerais bien, c'est-à-dire dites-moi, parce qu'une fois de plus, j'ai dit ici, on parle de communauté internationale, mais elle est absente. Moi, je privilégie... Les États-Unis ont créé leur zizanie au Soudan du Sud. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, le Soudan du Sud est abandonné à lui-même. Et je pense que ce n'est pas l'IGAD qui formera une armée, peut-être pour une intervention. Alors, Barandiaï, Dominique Yandoka, je vous laisserai la parole juste après la pub. On se retrouve bien sûr dans quelques instants. On continue bien sûr de parler de la guerre civile au Soudan du Sud et de ces négociations supervisées par l'IGAD. À tout de suite.